perhaps I will start giving a few words of introduction, and then people will arrive in the process and we don't get too late, perhaps. What do you think? Great idea. Okay. So thanks for being back this afternoon. I'm delighted. So I'm Mathias Gerel. I'm coordinator for Centre Cavaillés, and I'm also with the Department of Philosophy here. And so I won't mention everything, but I'm also the director of the CAFES, Centre d'Archives en Philosophie, Histoire et Édition des Sciences. I just mention it because we have a large library in history of science. Some of you might be interested in checking some of the books and archives that we have. So I'm really delighted to chair this session this afternoon. And before I address the topic of the session, endocrine disruptors, let me say a few words on behalf of Centre Cavaillés. Having such distinguished members of the center, such as Giuseppe Longo as emeritus, and Anna, and I should also mention Carlos as foreign correspondents, which is the title, is both an honor and a renewed pleasure. When I say renewed, I mean, of course, not a reproduction of the same, as you mentioned this morning, but a reproduction of the other, always informed by new subjects of conversation. And we are very glad and very proud that this conference could be organized, and I think we should all thank again Maël Monteville and José Antonio Pérez Escobar, members of Centre Cavaillés, and to Barbara Bravi. Thanks for this. In view of the topic of the afternoon, I shall say more about collaborations with Anna, which does not in any way downplay the immense interest I take in Giuseppe's work. So just, if you allow me, I will just say a few words, because it's the only time where I can tell it during the workshop. I have this interest since at least, I will mention the French title, but Mathématiques et Sciences de la Nature, co-authored with Francis Bailly, in addition to common concerns over climate change, or over, for example, the way the present pandemics was addressed, both at the political and the conceptual level. It might surprise him, but I often think of him as a figure of serenity and wisdom. When I recall the chaotic atmosphere of a lab that existed before the République des Savoirs, those who were there know what I mean. As coordinator for Cavaillés and also as the director of CAFES that I was mentioning, it's not a real addition to scholarship on my part, but I will do my best to have Giuseppe's important lectures given during the first decade of the century, which were recorded and were lost when two servers suddenly crashed. I will do my best to have them found and restored, and I have a few indices, or I'm on the track of that. I really hope that we can make it real again, and I think it's important to have a better, in order to have a better perception of Giuseppe Longo's scientific work. So I hope that when the present conference is online, we won't be too far of the time where these lectures are available again. So thanks Giuseppe for being such a wonderful member of Centre Cavaillés. As for Anna, the fundamental work with Carlos on the Society of Cells has been mentioned this morning, and we had the pleasure back in 2017 and in relation to our groundbreaking work on endocrine disruptors, to organize a workshop on that topic together with our dear colleague Nathalie Jass. And you can find some recordings of it on the ENS website. They were not all lost. You don't have the full workshop, but at least you can check them. The title was Des connaissances scientifiques à l'action publique, from scientific knowledge to, perhaps you could say, public policies. And the second part of this title, Public Policies, both in Europe and in France, was already a concern then, and I am unfortunately not sure things have changed a lot in the meantime.
but there are more competent scholars than myself on this topic. Another occasion of collaboration was a documentary that I helped writing together with Stéphane Foucault, for example, for Arte in 2021, and which was broadcasted again 2 weeks ago on France 5. I was just told the day before the broadcast. But if I mention that, is that you can still watch it on the replay of France 5. So if you want to see Anna and Carlos at work on endocrine, on BPA or endocrine disruptors, you can check the movie. So the movie was entitled La Fabrique de l'Ignorance, the Manufacture of Ignorance. And we have here a view on the discovery of endocrine disruptors by Anna, Carlos, and Fred Van Saal, and also of the very active strategies of a part of the industry to suppress, we can say, this kind of knowledge. The directors, Pascal Vasselin and Franck Cuvelier, are to be credited for the success of this documentary. I'm told that there are between 10 and 2 million views, all formats included. So far, but it also attests the importance of the subject we are discussing this afternoon. That's the second reason why I would mention this documentary. There are many other subjects, but a part of it is on endocrine disruptors. We'll have Nicolas Cabaton, INRAE, Université de Toulouse, and he will talk on endocrine disruptors from their epistemology to our exposome. I will share the microphone. Merci beaucoup. Je vais commencer par quelques excuses puisque alors j'ai eu la chance d'être dans le laboratoire d'Anna et Carlos il y a quelques années. Maintenant, ça ne nous rajeunit pas. Et Carlos venait de temps en temps et nous disait Did you think today? Alors les premiers temps, j'étais un peu perturbé parce que je me dis oula, qu'est-ce qu'il faut, voilà. Et avec le temps, je m'y suis habitué. Et malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait quelques temps que j'ai plus vraiment le temps de penser parce que l'écriture de Grant, le temps passe trop vite. Et voilà, malheureusement, j'ai pas eu le temps de préparer cette conférence en anglais. Bev, I'm very sorry, I see that you are connected. I can do it later for you as a private conversation. Donc ça va être un exposé alors beaucoup plus terre à terre que par rapport à toute cette prise de hauteur qui est très intéressante et captivante. Et je vais essayer de vous amener aussi dans le domaine de la régulation au niveau des perturbateurs endocriniens à travers des exemples et un petit peu ce vers quoi j'ai un petit peu donné je donne un petit peu de temps aujourd'hui dans ma carrière de chercheur à ce qui est comment on arrive à évaluer le risque de notre exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc merci aux organisateurs de ce colloque, c'est très agréable de m'avoir sollicité. Et donc voilà, j'ai été introduit par notre ami Chairman. Donc juste pour vous repréciser, donc je viens de cette belle ville rose qu'on appelle Toulouse et je travaille à l'INRAE. Et plus particulièrement dans une unité qui s'appelle Toxalim et dans laquelle on s'intéresse aux contaminants alimentaires et surtout à leurs effets que ces contaminants alimentaires ont sur la santé humaine et animale. Et donc je travaille dans une équipe qui s'appelle Métabolisme et Xénobiotique, dirigée par Daniel Zalco et Fabien Jourdan, dans laquelle on s'intéresse à la fois au métabolisme, c'est-à-dire à la façon dont un contaminant, si on s'intéresse à un contaminant alimentaire, la façon dont il va être transformé dans l'organisme, qu'il soit animal, végétal, et aussi chez l'homme, et du coup, qu'est-ce qui va en devenir d'un point de vue toxicologie. Donc on utilise plusieurs modèles, que ce soit des modèles in vivo, et on sait qu'aujourd'hui la tendance est à la diminution au maximum de ces modèles in vivo, donc on développe aussi des approches, on va dire in vitro et aussi in silico, toujours dans le but de regarder si la façon dont nos xénobiotiques sont métabolisés vont conduire à plutôt un métabolisme de détoxification, c'est ce que l'on cherche, et donc à une élimination qui fera que voilà, on aura été contaminé et exposé, mais pendant on espère un temps relativement court, ou si malheureusement on arrive à un métabolisme de bioactivation avec, dans le passage, de la génération de métabolites réactifs
avec des métabolites qu'on appelle biologiquement actifs, comme c'est le cas pour de nombreux perturbateurs endocriniens. Et on a un panel de recherche dans notre équipe également qui s'intéresse d'un point de vue bioinformatique à tous les aspects de biologie des systèmes à travers des approches plus omiques, et nous on les dédie à la métabolomique, pour regarder comment l'exposition à ces perturbateurs endocriniens quelles conséquences ils vont avoir sur la santé, et si, on sait, on est exposé à faible dose, mais sur des périodes de vie, pendant de longues périodes de temps, pendant toute notre vie, on va risquer de voir apparaître certaines maladies qui auront malheureusement, qui vont se révéler beaucoup plus tard dans la vie des individus. Donc merci à Barbara qui a parfaitement bien planté le décor et dans lequel je vais me servir pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on voit que ces perturbateurs endocriniens, ils vont, comme leur nom l'indique, pouvoir agir sur l'activité hormonale, et on va dire une des façons les plus simples de se le représenter, c'est l'action sur un récepteur qui va être normalement censé recevoir une hormone, l'hormone qui lui est dédiée, et on voit que si on prend le cas du bisphénol A, et bien malheureusement, cette molécule va pouvoir se fixer non seulement sur le récepteur des œstrogènes, comme Barbara nous l'a expliqué, mais aussi sur plein d'autres récepteurs, qu'ils soient au niveau du noyau, qu'ils soient aussi au niveau de la membrane. Mais on sait également que ces perturbateurs endocriniens ont bien d'autres actions qui sont un petit peu plus ardues, en tout cas à disséquer, puisqu'il faut s'intéresser à tous les niveaux de la production, du métabolisme, de l'excrétion, de la biodisponibilité de l'hormone. Donc on sait aujourd'hui que si on prend le cas du bisphénol A, il a des actions directement sur ces récepteurs tels que je vous les ai montrés, avec des actions qui vont être mimétiques par rapport à l'œstrogène par exemple, mais on sait qu'il va par exemple bloquer, il va avoir des effets anti-androgéniques sur certaines cellules, sur certaines espèces animales, mais il faut bien qu'on arrive à en faire le tour. Donc, si l'on revient à la définition d'un perturbateur endocrinien, puisqu'on en parle depuis un petit moment maintenant, mais il faut quand même qu'on bien donner un cadre à ceci. Alors le reproche qu'on peut faire, c'est que ce cadre, souvent, il est très rigide, et que c'est des fois un petit peu là où le bas blesse, mais la définition qui continue de prévaloir aujourd'hui, c'est celle de l'OMS en 2002, qui nous dit qu'un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange de substances exogènes et qui altère les fonctions du système endocrinien, et de ce fait induit des effets néfastes dans un organisme intact ou chez sa progéniture ou au sein de sous-populations. Donc d'emblée, on voit qu'il y a déjà cet effet néfaste. Il faut qu'il y ait effectivement une dérégulation, mais il faut que cette dérégulation conduise à un effet néfaste, c'est-à-dire il doit y avoir un changement dans une morphologie, ou la physiologie, la croissance, le développement, la reproduction ou la durée de vie d'un organisme, d'un système complet ou d'une sous-population, en portant atteinte aux capacités fonctionnelles ou à la capacité à répondre à une situation de stress supplémentaire, ou encore à augmenter la sensibilité à d'autres influences. Ça, c'est ce qui est dit dans des textes de loi qui sont un petit peu, j'allais dire un terme pas très élégant, mais enfin voilà, quelque chose qui n'est pas forcément toujours facile à mettre en œuvre. Là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, un perturbateur endocrinien, on ne le définit pas par son effet toxique en soi. Il faut qu'il y ait vraiment un dépassement des régulations homéostatiques pour vraiment, après, définir un mécanisme d'action qui va perdurer. Et donc un perturbateur endocrinien va être défini par un ou plusieurs mécanismes d'action, et non pas par la nature de ses effets nocifs ou toxicocinétiques. Là, ça devient compliqué, frustrant plutôt, parce que malheureusement, il faut déjà faire plusieurs années de recherche, alors qu'on voit bien qu'il se passe des choses, mais malheureusement, avant de tirer les signaux d'alerte, il faut déjà qu'on fasse un petit peu le tour mécanistiquement pour arriver à faire rentrer dans la réglementation le fait que telle ou telle molécule est un perturbateur endocrinien. Alors, je n'ai pas vraiment besoin de vous l'expliquer, mais on y est encore dans l'ère de la chimie, et que cette ère de la chimie nous a conduit, avec l'évolution de notre société, à générer de nombreux résidus chimiques, qui fait qu'on est aujourd'hui exposé à une multitude de perturbateurs endocriniens, donc de produits chimiques, mais donc perturbateurs endocriniens. Et ces perturbateurs endocriniens vont finir d'une manière ou d'une autre dans notre alimentation, puisque de toute façon, tout finit par être transformé, emballé, et au final à arriver au niveau de notre bouche ou de notre nez.
Alors, tous ces perturbateurs endocriniens, je ne vais pas vous en faire la liste qui est de toute façon pas exhaustive ici, mais vous voyez que vous avez de nombreux, on va dire, catégories, que ce soit les pesticides, bien évidemment, dont on fait la chasse aujourd'hui, des polluants industriels, on en a parlé avec le bisphénol A, mais vous avez aussi des métaux lourds, vous avez les produits de combustion, vous avez bien évidemment les produits cosmétiques, et là c'est un vaste problème, puisque ceux-ci... alors l'avantage d'aujourd'hui c'est qu'on n'a pas eu besoin de mettre de crème solaire, donc au moins de ce côté-là on est tranquille, mais vous avez aussi tout ceci qui vient s'accumuler à notre cocktail personnel d'exposition, en plus des produits synthétiques pharmaceutiques. Donc vous allez me dire oui mais ceux-là c'est ce qu'on leur demande d'être des perturbateurs endocriniens, on est bien d'accord, mais n'empêche que ça rentre dans votre pool d'exposition. Retenez aussi que vous avez des composés naturels qui ont aussi des propriétés de perturbation endocrinienne avérées, la génistéine, le daïdzéine par exemple, les composés du soja. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de soja, mais encore une fois, tout est question de dose, et on verra tout à l'heure que pourtant la dose dans le domaine des perturbateurs endocriniens pose aussi un problème. Si on s'intéresse au niveau de nos assiettes, eh bien voyez que vous avez de nombreuses sources de perturbateurs endocriniens, et qui va la retrouver sous forme de phtalates, sous forme de composés perfluorés. Les parabènes, par chance, on les trouvera plutôt dans les produits cosmétiques, mais on en rencontre aussi. Les alkylphénols, parce qu'on va s'en servir en particulier à partir de produits qui vont nous permettre de nettoyer par exemple notre vaisselle, mais on va finir potentiellement par avoir des résidus qui vont finir par nous contaminer. Je ne vous parle pas des pesticides, je pense que là, je n'ai pas besoin de vous convaincre. Et bien évidemment, la famille dont peut-être je suis un peu plus fan, qui est donc cette belle famille des bisphénols, et qui nous donne quand même beaucoup de fil à retordre, mais sous différentes formes, que ce soit les canettes, les boîtes de conserve, les bouteilles d'eau, ou même certains films d'emballage, on retrouve le bisphénol A. Alors, j'ai voulu illustrer ce propos en prenant 3 exemples que l'on allait du coup retrouver au sein de nos assiettes, c'est-à-dire les pesticides, les micros et les nanoplastiques, et aussi, bien évidemment, sur le champ qui me touche un petit peu plus près, puisque j'y travaille, c'est celui des emballages alimentaires et des ustensiles de cuisine. Alors si on commence par les pesticides, j'ai pris 2 exemples. Le premier c'est celui de la chlordécone, parce que c'est ceux dont on entend le plus parler, et ceux qui font quand même un petit peu scandale, sachant que, comme tout scandale, il y a des choses qui pourraient ou qui auraient pu être évitées. Aujourd'hui, on a à gérer les conséquences, et parfois c'est beaucoup plus compliqué de gérer les conséquences que d'avoir peut-être fait un peu de prévention auparavant. Le chlordécone, c'est donc un pesticide organochloré toxique et cotoxique, et le plus gros problème, c'est qu'il est très persistant. Et il a été utilisé dans les Antilles françaises pour lutter contre le charançon du bananier, la petite bête que vous voyez en photo. Et malheureusement, on voit bien que des études de cancérogénèse chez l'animal de laboratoire qui ont conduit à son classement en 1979 comme cancérogène possible par le cirque. Et on a des mécanismes biologiques qui conduisent à des manifestations toxiques du chlordécone, mais pour l'instant, on a toujours du mal à les comprendre. Par chance, pour celui-ci, il y a quand même des directives qui ont été prises. N'empêche que ce chlordécone, il n'est pas biodégradable et qu'il a dans l'environnement une demi-vie qui a été quand même évaluée entre 250 et 650 ans. Autant dire que l'exposition qui s'est faite même dans les années 70, on y est encore exposé. Par chance, nous, alors je dis par chance égoïstement, mais dans les Antilles, on aime tous aller y faire un petit tour de temps en temps. Sachez qu'à chaque fois que vous y posez un pied, vous vous exposez à de la chlordécone. C'est quand même un petit peu dommage quand on sait que beaucoup auraient pu être évités, ou en tout cas où les concentrations auraient pu être maîtrisées. On parle là de nous en tant que consommateurs, en tant que citoyens. Ne parlons pas des gens qui se sont intoxiqués en le vaporisant, puisque là c'est vraiment une exposition professionnelle, qui est donc majoritairement par voie orale, mais sachez que dès l'instant où il rentre au niveau intestinal, où il est absorbé, il est métabolisé en chlordécone alcool et excrété dans les intestins sous forme de glucuroconjugués conjugués. Des métabolites qui ne sont pas sans activité. Donc tout ceci fait partie aussi de ce à quoi on doit faire attention quand on s'est exposé. N'empêche que cette chlordécone, elle se distribue, oui, il se distribue, et s'accumule surtout au niveau du foie et un petit peu dans les tissus graisseux, et qu'on sait, parce qu'il y a eu un empoisonnement aux États-Unis, que cette toxicité, qui est aujourd'hui bien révélée, conduit quand même aujourd'hui toujours à des atteintes neurologiques spécifiques, des atteintes testiculaires, voire même des hépatomégalies fonctionnelles.
Au niveau perturbation endocrinienne, on sait que la chlordécone est oestrogénique, avec des effets sur la grossesse et le développement des jeunes enfants, et il serait aussi promoteur de tumeurs, pouvant favoriser l'apparition de cancers hormonodépendants, voire cancer de la prostate chez des hommes qui auraient des prédispositions génétiques. Donc tout ça pour des choses qui auraient peut-être pu être mieux maîtrisées, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Le deuxième cas est celui du DDT, qui est un insecticide désormais interdit, qui a été classé aussi pareil dans le groupe 2A par le CIRC. Et en fait, on sait aujourd'hui qu'il y a des associations positives entre l'être humain et le DDT, avec l'apparition de cancers du foie, du testicule, du sein et des lymphomes malins non hodgkiniens. Alors, on a des preuves expérimentales qui confirment bien le caractère cancérogène de ces substances, n'empêche qu'on l'a toujours dans l'environnement, que ce soit lui ou que ce soit son métabolite, le DDE. Et il persiste dans les sols pendant des dizaines d'années après son application, et c'est ce qu'avait montré notre collègue Lou Guillette à l'époque, qui avait repéré des anormalités chez les crocodiles, et ce qu'il avait rendu célèbre avec le fameux cas de micropénis chez les crocodiles, qui avaient été exposés accidentellement, a-t-on dit, à du DDT de par on va dire la proximité d'une usine qui en produisait, qui aurait peut-être largué de DDT, mais de façon très anecdotique. N'empêche que plusieurs années après, on paye encore les conséquences de tout ceci. Eh bien, sachez quand même que ce DDT, quand on mesure dans la ration quand on le mesurait dans la ration de la maman, on le retrouvait à 0,5 microgrammes par kilogramme de poids corporel, alors qu'on le trouvait de l'ordre de 80 microgrammes par kilo de poids corporel dans le lait maternel. C'est-à-dire que vous aviez un facteur de 160 entre ce que incorporait la maman et ce qu'elle donnait à son fœtus, enfin à son nouveau-né. Donc bien évidemment, certains individus sont beaucoup plus sensibles que d'autres, hein, évidemment, et toute la période périnatale que connaît bien Anna est une période vraiment très sensible à laquelle on ne peut pas, on doit faire attention en termes d'exposition. Alors, autre source d'exposition à ces perturbateurs endocriniens qui vont évidemment toucher notre alimentation, c'est les emballages alimentaires. Et en fait, on sait que jusqu'en 2020, les Européens consommaient 900 milliards d'aliments et de boissons emballés. 5 millions de tonnes d'emballages alimentaires sont rejetés dans l'environnement et donc finissent par réapparaître tôt ou tard dans notre alimentation. Alors, le volume global de consommation du bisphénol A pour différentes zones d'application avait été estimé à 7,7 millions de tonnes en 2015, 8 millions en 2016, 10 millions en 2022. Bien évidemment, en France, au Canada, il a été interdit, mais il est toujours utilisé dans tous les autres pays. On continue d'en avoir. Le taux annuel de bisphénol S manufacturé, bisphénol S, on en parlera un petit peu après, mais c'est un des substituants du bisphénol A été estimé entre 1000 et 10 000 tonnes par les cas en 2015. Donc vous voyez que même après l'interdiction, en tout cas en France en 2015, du bisphénol A, on continue quand même d'y être exposé, peut-être par voie indirecte ou en tout cas de par nos voyages à l'étranger. Ce qui est sûr, et je remercie notre amie Jane Munke pour avoir communiqué ces informations, plus de 300 milliards de canettes de boissons sont produites chaque année dans le monde. En 2014, 90% de ces canettes étaient en aluminium, le reste était en acier. Mais du coup, on sait que 75 milliards de boîtes de conserve ont été vendues dans le monde en 2011, et en 2013, ces boissons ont surtout rapporté 30 milliards de dollars, et 9 milliards de dollars américains ont été gagnés sur les boîtes de conserve. Donc il y a un enjeu économique, bien évidemment, à produire tous ces emballages, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on a un pseudo-gap, un petit trou dans la raquette, comme on dit en France, parce que les composés qui sont destinés au contact alimentaire doivent répondre au principe d'inertie, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas céder des substances susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine. Mais ça reste très vague, ça, cette notion-là. Et ce qui est sûr, c'est que malheureusement, la notion de perturbation endocrinienne n'a pas encore atteint ce seuil au niveau réglementaire. Alors à quoi ils servent ces emballages alimentaires? En fait, ils servent bien sûr à protéger les aliments, à conserver leur qualité nutritionnelle et organoleptique, à faciliter le transport, permettent aussi un étiquetage, on y reviendra aussi, c'est quelque chose d'important, et peuvent renforcer l'attractivité, bien évidemment, avec des belles couleurs, des slogans, tout ce qu'on peut imaginer. Mais ces MCDA, ils ne sont pas inertes, évidemment, et vous avez un problème de migration
qui va pouvoir se passer. Qu'est-ce que c'est cette migration? Eh bien, en fait, ne considérez pas que votre emballage alimentaire est inerte et que rien ne se passe une fois que vous avez votre boîte de conserve dans votre placard. Vous avez tous les monomères qui sont dans la constitution de votre résine interne ou dans votre film d'emballage, ou alors des additifs qui vont, avec le temps, migrer depuis votre emballage alimentaire jusque dans votre aliment. Et donc ce migrat d'emballage, c'est-à-dire l'ensemble des composés qui migrent de l'aliment vers l'emballage, vont donc augmenter votre niveau d'exposition et donc augmenter votre risque. Et bien sûr, juste la façon dont on va utiliser ou on va simplement conserver, garder tranquillement nos emballages alimentaires vont suffire à nous exposer. Donc, bien évidemment, vous avez quand même des paramètres qui vont favoriser cette migration, c'est-à-dire que le rapport surface-volume, plus vous conservez un produit emballé, plus vous facilitez le temps, va faire que vous avez une migration plus importante. Si vous faites chauffer votre boîte de conserve, évidemment, vous allez favoriser la migration. Alors, selon la nature de votre aliment, si c'est un aliment alcoolisé, si c'est un aliment qui est gras, et forcément la majorité sont quand même un peu gras, donc vous allez favoriser cette migration. Et donc vous allez donc avoir un risque pour le consommateur. Alors je ne vais pas vous transformer ici en spécialiste des emballages alimentaires, mais vous voyez que vous avez tout un tas d'enrobages qui vont pouvoir migrer depuis votre boîte de conserve jusque dans l'aliment. Donc les revêtements époxy, les oléorésines, les vinyles, les résines phénoliques, les résines acryliques, les résines polyester, les polyoléfines. Tout ceci sont soit utilisés, soit ont été abandonnés parce que on a évité les drames sanitaires. N'empêche que ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez une classification qui a été faite pour différents plastiques. Donc vous les trouvez souvent, alors il faut des fois bien les chercher et ils ne sont pas forcément très lisibles, mais retenez que évitez au maximum d'utiliser des plastiques numéro 1, 3, 6 et 7. Ce sont des composés qui contiennent des perturbateurs endocriniens, et si cette représentation est un petit peu usagée, puisqu'en tout cas au moins en France, on n'est plus censé avoir de bisphénol A, malheureusement, on verra tout à l'heure que vous en trouverez bien d'autres qui ne sont pas forcément mieux. On a par chance au niveau de la France des enquêtes et des cohortes qui sont établies, donc la cohorte Esteban, qui permettent de suivre des populations et de suivre en fait leur niveau de contamination à la fois en bisphénol et phtalate par rapport via leur alimentation, les soins médicaux, les produits cosmétiques, les parabènes aussi, les retardateurs de flamme. Donc on est quand même sous surveillance. Mais il faut quand même veiller, je pense, tout un chacun, à essayer de limiter notre contamination au maximum. Donc si on prend un exemple bien particulier, et peut-être un qui nous touche le plus avec Anna et Carlos, c'est ceux des bisphénols, et en particulier celui du bisphénol A. On sait qu'aujourd'hui on ne le trouve plus, mais il était utilisé donc, dans ces bonbonnes qu'on trouvait souvent en plus à tous les coins des hôpitaux, en plus de ça c'était le comble, mais aussi dans les résines époxy, dans les boîtes de conserve et canettes. On le trouve toujours dans les pansements dentaires. On le trouvait aussi sous forme de monomère libre dans les facturettes carte bleue. Et donc tout ceci faisait que, soit par une utilisation normale, comme tout un chacun le ferait chez soi, de composés contenant du bisphénol A, on avait une libération de monomères libres, soit par la dégradation des résines de vos boîtes de conserve ou de vos résines internes, soit directement par contact avec les facturettes carte bleue, pour finalement être exposé à quelques microgrammes par kilogramme de poids corporel et par jour, par voie alimentaire ou cutanée. Mais tous les jours, en fait. C'est ça qui est le problème. Peu, mais tous les jours. Et donc à tel point que les doses, les valeurs toxicologiques de référence avaient été revues à la baisse, et en particulier la dose journalière tolérable qui était de 50 à l'époque où j'étais en postdoc chez Anna, donc il y a une quinzaine d'années, était passée à 4 microgrammes par kilo, et que l'année dernière, alors là ça a été une révélation, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tant mieux, on est peut-être dans le bon sens, après il faut voir comment ça on le gère. On est tombé à 100 000 fois moins, c'est-à-dire à 0,04 nanogrammes par kilogramme de poids corporel et par jour. Ça veut quand même dire, j'attire votre attention, ça veut dire qu'on est tous contaminés. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est tous malades? Est-ce qu'on va... Alors, bon, peut-être pas, mais n'empêche que voilà, au moins, ça a eu le mérite de faire prendre acte, et en disant, voilà, on a aussi maintenant un cas qui fera jurisprudence. Et on sait que ce bisphénol-là, Barbara nous l'a bien montré, était capable de faire vraiment avoir vraiment des effets néfastes sur la santé animale et humaine, à des doses qui étaient vraiment infinitésimales.
On a vu pendant mon postdoc qu'on avait diminué la fertilité et la fécondité de souris. On avait vu quelques années après, en mon retour à Toulouse, qu'on modifiait le métabolome, c'est-à-dire l'empreinte métabolique d'individus exposés à de très faibles doses de bisphénol A et avec des profils de changement qui étaient différents d'un groupe à l'autre en fonction de la dose d'exposition. Et on est même remonté à montrer que selon la dose, on avait des voies qui étaient activées et d'autres qui étaient inhibées avec le même composé mais à des doses complètement différentes. Tout ceci nous a permis d'arriver en 2015 à l'interdiction du bisphénol A dans tous les emballages à contact alimentaire en France. Et en 2017, il a été classé comme substance extrêmement préoccupante au niveau du règlement REACH en tant que perturbateur endocrinien. Cocorico, on est très fiers et très contents, mais bien évidemment, je pense que vous n'avez pas vu disparaître aucune boîte de conserve, aucune tétine pour enfants, aucun biberon pour enfants de vos supermarchés ou des endroits où vous avez l'habitude de faire vos courses. Donc forcément, il a été remplacé et très vite, et j'oserais dire aujourd'hui très désavantageusement par d'autres substituants, dont vous avez une liste qui n'est pas exhaustive non plus ici, mais je vous ai mis en vert plus foncé, donc le BPS, le Pergafase 201 et le Badge, qui sont des candidats vraiment que l'on a déjà retrouvés, en tout cas dans des tickets de caisse de carte bleue par exemple, mais aussi dans les emballages à contact alimentaire, type boîte de conserve ou canette. Et on sait déjà, des études sont publiées qui nous montrent qu'en ce qui concerne le bisphénol F, eh bien, on a des effets œstrogéniques qui s'apparentent à celui du bisphénol A. Vous avez en barre vert le bisphénol A, vous avez en barre bleue le bisphénol F. Vous voyez que concrètement, c'est à peu près kiff-kiff. Vous avez le bisphénol S qui a des effets exactement comme le bisphénol A au niveau du système endocrinien avec une activité anti-androgénique caractéristique. Tout ceci montre que est-ce que c'était bien de supprimer le bisphénol A? Aujourd'hui, je ne sais plus, parce qu'on en était très content. Quand on voit comment il a été remplacé, j'ai du mal malheureusement aujourd'hui à me positionner là-dessus. Et après, ça engage moi personnellement, donc je ne suis pas là pour ça. Mais n'empêche que c'est quand même quelque chose à porter à votre attention, parce que le mieux est devenu presque l'ennemi du bien, parce qu'effectivement aujourd'hui, on est exposé à tout un tas d'autres nouvelles molécules dont on ne connaît que peu de choses et pour lesquelles malheureusement on est quand même exposé. Alors aux États-Unis, vous avez le TIDEX qui avait publié cette étude qui montrait vraiment toutes les recherches ou tout le suivi qui était fait sur toutes ces molécules à base de bisphénol et donc qui montrait quand même toutes des activités endocriniennes. Je n'ai pas dit que c'était tous des perturbateurs endocriniens, mais en tout cas des activités qui perturbaient le système endocrinien. On n'en a pas fini avec le bisphénol A, puisqu'on continue de l'avoir dans tout ce qui est hors alimentation, mais vous avez toujours du bisphénol A qui est utilisé soit en tant que retardateur de flamme, parce qu'on va finir par le bromer ou le chlorer, pour arriver à avoir des plastiques qu'on appelle inifugés, ou alors des vêtements. Alors vous savez, ces vêtements qui sont super, hein, mais voilà, que vous portez à même la peau. Et donc tout ceci, alors c'est relativement facile à faire, mais on va bromer, c'est-à-dire on va substituer des atomes d'hydrogène par des atomes de brome ou de chlore, et ça permet en fait d'avoir un plastique, comme celui de cet ordinateur, qui va ne pas prendre feu immédiatement en cas d'un incendie. Alors ça ne va pas ralentir le feu pendant des heures, mais ça peut quand même vous sauver la vie pour permettre d'évacuer un avion par exemple. Donc il y a quand même des applications industrielles qui sont intéressantes, de là à s'y exposer tous les jours. N'empêche qu'aujourd'hui on a un vrai contexte d'exposition, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des contaminants émergents, avec des taux alarmants d'analogues halogénés du bisphénol A qui ont été retrouvés dans des tissus adipeux de femmes, dans leur placenta et dans le plasma et les tissus de leurs jeunes enfants. Et ces BPA halogénés, on les a aussi retrouvés au niveau de la chaîne alimentaire, dans en particulier les produits de la mer, à l'ordre de quelques microgrammes par kilo. Mais je vous rappelle, quelques microgrammes par kilo, c'est ce à quoi on était exposé au bisphénol A. Donc parmi ces analogues structuraux, on trouve le tétrachlorobisphénol A ou le tétrabromobisphénol A. Et nos amis de l'équipe de Nicolas Soléa avaient montré, il y a quelques années, des taux quand même qui étaient significatifs dans le tissu humain, dans le placenta humain. Et on sait aujourd'hui que ce bisphénol A, une fois qu'il est dans la nature, quand il va rencontrer aussi dans la nature des résidus de javel, par exemple, donc d'hypochlorite de sodium, eh bien vous allez pouvoir, sous l'irradiation UV, favoriser cette chloration, cette bromation de votre molécule initiale de bisphénol A. Et à nouveau, vous allez l'intégrer dans des poissons que vous allez vous-même manger, dans des poissons ou des fruits de mer, et donc que vous allez manger. Donc vous avez à nouveau votre assiette qui est contaminée par à nouveau ce bisphénol A.
Alors ce tétrabromobisphénol-là, par exemple, puisqu'on va le retrouver, sachez quand même qu'au niveau de son métabolisme, on a montré au laboratoire que souvent, quand on avait des conjugués dits de phase 2, on était tranquille. Et malheureusement, on a montré ici que le tétrabromobisphénol A était métabolisé en un conjugué sulfate, qui d'habitude est complètement, en tout cas dans 90% des cas, était relativement inoffensif. Et bien il se trouve que pour le TDDPA, il est un agoniste du récepteur PAR gamma, et donc on sait que ce récepteur est impliqué dans les perturbations métaboliques. Donc on va perdre de l'activité œstrogénique du bisphénol A, par exemple, en le bromant ou en le chlorant, donc on est plutôt content, mais on va gagner une activité de perturbation au niveau du métabolisme lipidique. Alors, dernier exemple sur les micros et les nanoplastiques, c'est que quand vous avez la chance d'aller sur des plages paradisiaques comme celle-ci, si vous vous promenez, vous trouvez malheureusement des petits résidus comme ça qui commencent à envahir notre écosystème. Et donc, vous avez ce que l'on appelle cette pollution par les micros et les nanoplastiques qui est aujourd'hui une réalité. Donc, je me dépêche. Oui, ces micros et ces micropolluants, comme on les appelle, eh bien en fait, non seulement ils sont peut-être doués, puisque là les recherches sont en cours, d'activité eux-mêmes endocrinienne, mais en plus de ça, ils ont la capacité d'absorber d'autres contaminants, type ici, alors qu'on ne voit pas forcément très bien, mais ici vous voyez des PCB, le DDE qu'on retrouve ici, vous avez le bisphénol A, vous avez l'octylphénol, le nonylphénol, donc des composés que l'on connaît très bien au niveau perturbation endocrinienne et qu'on va retrouver absorbés sur ces petites micro- ou nanoparticules. Et donc aujourd'hui, on sait qu'on a déjà des travaux qui montrent qu'on ingère quotidiennement des petites quantités de ces micros et de ces nanoplastiques. Alors on dit des petites quantités. En fait, quand on fait le bilan, on en absorbe tous l'équivalent d'une carte de crédit par semaine, 5 grammes. Alors finalement, là, on n'est plus dans le problème des faibles doses. Alors, voilà, les recherches sont en cours, mais sachez qu'au niveau régulation, on doit bien mettre en place cette évaluation de tous ces risques. Et donc, au niveau européen, vous avez des règlements qui vont distinguer 17 types de matériaux, dont les matériaux plastiques. Alors, vous avez des régulations qui sont spécifiques et donc qui vont être communes à tous les États membres, c'est sous l'égide de l'Europe. Quand on n'a pas d'harmonisation au niveau européen, et c'est encore le cas pour pas mal de matériaux, type les silicones, les matériaux en caoutchouc, les aciers inoxydables ou l'aluminium, eh bien vous avez une régulation par État membre, et donc c'est les régulations nationales, les réglementations nationales qui doivent être suivies. N'empêche qu'au niveau des MCDA, vous avez des listes autorisées, et donc c'est là où il faut qu'on soit attention, parce qu'une fois qu'elle est sur cette liste, on la fait difficilement sortir. Donc il faut vraiment avoir des conditions et des restrictions d'emploi avec tous les critères de pureté nécessaires. Donc au niveau de l'Europe, c'est l'EFSA qui gère ceci, c'est donc l'Agence européenne de sécurité alimentaire, donc qui est spécifique au domaine alimentaire. Au niveau de l'ANSES, donc l'Agence sanitaire française, vous avez le groupe Matae dont j'assure la présidence, qui s'occupe des matériaux et des auxiliaires technologiques au contact des aliments et de l'eau. Alors, je termine juste sur ce point-là, c'est que, en fait, malheureusement, dans tous ces gros dossiers qu'on reçoit, et pour en avoir plusieurs par an, je peux vous dire qu'ils sont gros, l'évaluation des perturbateurs endocriniens, malheureusement, ça ne fait pas partie des requis. Et ça, c'est bien triste. Alors, on essaye de faire avancer les choses, mais n'empêche qu'aujourd'hui, quand on veut utiliser un auxiliaire technologique, quand on veut, il faut montrer qu'il n'est pas génotoxique, qu'il n'est pas, évidemment, qu'il ne tue pas une population de rats sur le champ, ça c'est sûr, mais la perturbation endocrinienne, alors si on trouve une ou deux données, c'est mentionné dans le rapport, mais n'empêche que ça ne fait pas partie de l'évaluation. C'est un petit peu choquant, mais c'est quand même la réalité aujourd'hui, donc on va essayer de faire changer les choses, et on essaye en tout cas de le faire intégrer. Au niveau européen, vous n'avez pas de règlement spécifique applicable en tant que tel aux perturbateurs endocriniens. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y a une absence de définition réglementaire qui est commune et qui est officielle à l'ensemble de la législation européenne. Et on se bat pour qu'elle arrive, mais vous avez aussi, alors je ne vais pas dire des lobbies, mais bon voilà, vous avez aussi des pressions. Je n'ai pas dit. Mais tout le monde le pense. Et on en a eu encore la preuve hier, malheureusement. On a quand même des règlements qui s'appliquent, donc le règlement REACH, qui est donc un règlement européen qui permet en tout cas, au-delà d'un certain tonnage, d'imposer le recensement, l'évaluation et le contrôle de substances chimiques fabriquées, importées, c'est important, et aussi mises sur le marché européen.
Et c'est vrai que si vous n'avez pas un perturbateur endocrinien qui appartient à la gamme des produits phytopharmaceutiques pour lesquels il y a des règlements, ou un biocide pour lequel il y a un règlement strict, ou un pesticide pour lequel aussi il y a un règlement strict, et bien pour l'instant c'est un petit peu flou et il faut qu'on continue d'agir pour arriver à en tout cas bien l'intégrer aussi et à faire passer cette fameuse définition dont on a tant besoin. Alors, on a quand même des groupes de travail qui sont spécifiques à l'étude des perturbations endocriniennes. Il ne faut pas dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Au niveau français, vous avez quand même la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, les SNPE, la 1 puis là maintenant la 2, qui vise à réduire l'exposition des populations de l'environnement à nos perturbateurs endocriniens. Et donc l'ANSES est en charge de ce travail avec une évaluation annuelle d'une dizaine de substances par an. Mais encore une fois, on fait une évaluation molécule par molécule, donc ça prend du temps. Après, on n'a pas forcément non plus tous les outils qui nous permettent d'arriver à faire une évaluation globale. Et est-ce que c'est souhaitable aussi? Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on passe à côté de problèmes qui seraient masqués par un effet global d'évaluation. Au niveau européen, vous avez bien sûr la Commission européenne qui dispose de plusieurs groupes, plusieurs agences même. Donc vous avez le CHIR qui est le Scientific Committee of Health, Environmental and Emerging Risk, le SCCS pour le Scientific Committee on Consumer Safety avec un groupe dédié aux ingrédients cosmétiques, un groupe dédié aux nanomatériaux dans les cosmétiques et aussi des méthodologies pour nous donner des line of guidance pour arriver à faire une évaluation qui soit la plus commune possible. Vous avez l'EFSA pour tout ce qui concerne directement l'alimentation et aussi l'EGA qui regroupe tous les composés chimiques, donc le volet perturbateur endocrinien au niveau chimique global, et le JRC que l'on pourrait appeler le bras technique, si vous m'entendez, je ne serais pas content, mais voilà, ce qui va en fait cadrer un petit peu tous les tests et aussi nous aider aussi ou alors aussi écouter ce que l'on a à dire au niveau des laboratoires pour mettre en place des tests et en tout cas les faire évoluer. Pourquoi évoluer? Parce que malheureusement, Barbara, ça je l'ai repris dans le document que Barbara et Rémi Slama avaient publié en 2019 et qu'ils avaient présenté au Parlement, et bien en fait il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire et en particulier sur tout ce qui concerne les matériaux au contact alimentaire, puisque au niveau de la régulation des perturbateurs endocriniens, vous voyez que tout ce qui est rouge, c'est encore du travail à faire. Et donc il y en a plus à faire que plus qui est fait. Après, malheureusement, on dispose aussi au niveau réglementaire de tests qui datent non seulement de la nuit des temps, mais dont on sait qu'ils ne sont ni assez sensibles, ni vraiment probants. Le test utérotrophique chez l'animal femelle, le test de Hershberger, c'est l'animal mâle, on sait qu'en dessous du milligramme par kilo, on ne détecte rien. Donc forcément, comment on se place? On se place dans un effet où on dit super, il n'y a pas d'effet. Ou alors c'est parce qu'on n'est pas capable de le voir. Et là où est tout le problème. Et retenez aussi que, alors je pense qu'on n'y arrivera pas rapidement, mais en tout cas pour les cosmétiques, nous n'avons plus droit à faire d'expérimentation animale. Donc aujourd'hui, toutes les crèmes que vous vous mettez sur le visage, tout ce que vous pouvez avoir, les lotions solaires, tout ça, a été testé in vitro. C'est rare qu'une cellule, vous dites, fasse une réaction allergique à la crème que vous vous mettez sur le visage. Malheureusement, alors on a tous ri à l'époque, on a dit, mais ça passera jamais. C'est passé quasiment du jour au lendemain et on n'a pas eu le choix. Et on n'en est pas loin pour tout ce qui est expérimentation animale de façon plus générale. J'espère que ça ne verra pas forcément le jour, parce que même si personne aime l'expérimentation animale, on ne le fait pas pour le plaisir. Il n'empêche que ça apporte quand même tellement d'effets dans un environnement, en tout cas plus intégré, que je ne vois pas comment on pourra s'en passer. N'empêche que quand c'est décidé, malheureusement, après il faut faire avec. Et pourquoi ces perturbateurs endocriniens sont si difficiles à gérer? C'est qu'en fait, si on prend ce vieux dogme de Paracelse qui disait la dose fait le poison, et c'est pas aussi vrai avec les perturbateurs endocriniens, puisque au niveau réglementaire, les doses que l'on a, enfin les valeurs toxicologiques de référence, avec lesquelles qu'on définit soit expérimentalement pour ce qui est dose sans effet ou dose avec le minimum d'effet observable, et qui nous conduit aux fameuses doses on va dire journalière admissible ou journalière tolérée, eh bien avec les perturbateurs endocriniens, on sait bien qu'on peut avoir
souvent des effets à des doses beaucoup plus faibles. C'est le cas des effets donc à très faible dose. Donc la dose, enfin gérer la dose ou la concentration n'est pas forcément quelque chose qui va répondre à notre question. Et on le sait bien pour ces exemples ici, alors c'est des exemples un petit peu caricaturaux, mais voyez, autant la génistéine peut répondre de façon, on va dire, classique, on est en dose, avec une courbe dose-réponse classique, autant le bisphénol A, on aura cette courbe en U inversée, pour le nonylphénol, une belle courbe en U, pour l'atrazine, on a un effet au plus faible dose, alors qu'à des fortes doses, on a des effets qui sont relativement modérés. Donc, tout ceci remet en cause la façon dont on a eu d'évaluer et de gérer tous les produits toxiques auparavant. Et c'est vrai que pour l'instant, on est un petit peu en reste de tests beaucoup plus sensibles et à très faible dose et peut-être en exposition chronique qui pourraient en tout cas nous aider à faire la meilleure évaluation du risque possible. Alors vous pouvez quand même trouver sur Internet, hein, vous avez une liste des perturbateurs endocriniens au niveau européen qui est définie et qui est remis à jour régulièrement. Donc ceux-ci, ils y sont, et donc ceux-là, on ne les enlèvera pas. Donc on essaye cette liste est tenue à jour le plus régulièrement possible. Et nous, au niveau du laboratoire, on continue, hein, le combat continue. On a 2 projets qui sont en cours, 2 projets ANR, donc qui vont nous permettre là d'évaluer des nouveaux monomères qui seraient mis sur le marché. Donc là, avant qu'ils soient mis sur le marché, on essaye déjà, en tout cas, de caractériser les dangers auxquels on pourrait être soumis quand ils seront mis sur le marché. Donc c'est l'ANR Oligo, piloté par mon collègue Ronan Cariou. Et vous avez l'ANR Polysafe, piloté par notre ami Jean-Baptiste Fini, qui va, là, on va s'intéresser directement à des migrants d'emballage. Donc là, voilà, on va vraiment s'intéresser à l'effet qu'auront ces migrants sur des organismes ou sur des cellules. On a aussi 2 projets par rapport à des composés perfluorés, donc où on s'intéresse, on essaye de chercher des biomarqueurs d'exposition et des biomarqueurs d'effet par des approches combinées in vitro, in silico et in vivo pour essayer aussi de proposer des nouvelles approches. Le projet Mystique, piloté par mon chef d'équipe Daniel Zalco et qui s'intéresse aux nouveaux constituants de ces petites facturettes avec révélateurs d'encre thermique, et avec lesquels on se contamine quotidiennement. Et bien sûr, tous les projets européens, en particulier le projet Goliath, qui permet donc, sur une échelle européenne, de s'intéresser aux modulations du métabolisme endogène après les expositions à faible dose à des contaminants chimiques, perturbateurs endocriniens, et donc perturbateurs de notre métabolisme. Voilà, donc je vais terminer donc voilà, je vous ai rappelé qu'on était donc exposé à un cocktail de contaminants et que si on fait un petit retour sur les emballages alimentaires, je pense aussi, c'est ce qu'on discutait à midi avec les collègues, c'est que les efforts passeront aussi par nous directement en tant que consommateurs, et peut-être que si on oriente nos choix au niveau de nos courses, simplement, et bien déjà si on limite l'achat d'aliments emballés, voire déjà suremballés, ben aussi on contribuera peut-être à ce qu'il y ait un appel aussi, à ce qu'il y en ait moins de produits, à ce qu'on pollue moins aussi l'environnement par ces rejets qu'on va avoir dans la nature. Sachez quand même qu'on a des agences réglementaires qui veillent, d'accord, on évalue le risque et on essaye de le faire avec le plus de conviction possible pour transmettre nos avis aux gestionnaires du risque qui prennent les décisions qui doivent s'imposer. Et continuons nos recherches émergentes et communiquons surtout au grand public et à tous les collègues pour que, en tout cas, on soit informés de cette persistance, de cette existence de perturbateurs endocriniens au sein de notre alimentation. Et je voulais juste tous vous remercier déjà pour votre attention, et en particulier mes 2 mentors qui sont là. Et j'ai eu la chance de passer par chez eux dans leur laboratoire. Ça a été les 3 plus belles années de ma vie parce qu'ils ont été on ne peut plus accueillants. On est reparti de chez eux souvent le ventre bien plein et toujours, j'ose pas dire presque à genoux parce que la route était peut-être un petit peu plus sinueuse qu'à l'arrivée. Mais voilà, ça a été 3 années magnifiques et c'est aussi grâce à eux si je suis aussi là devant vous et où j'en suis aujourd'hui. Donc merci à vous et happy anniversary to Giuseppe et Anna.
you. That was both illuminating and scary, I guess. Sorry. I just planted a trap, you know, with a plastic cup with the water, plastic bottle, and I can understand why it's very So I will leave the floor to Anna, perhaps. I'm not sure I need to stay on stage. If I don't, yes, okay, so I'm... Yes, you stay here. Okay. I don't know, perhaps if Anna wishes to answer perhaps the two first. I just wanted to say a couple of things. And then we have a short Q&A session. I think we should, my introduction was short. I think we can take the break at 45, and so we are not late this way with the rest of the program. Yeah, I just want to say a couple of things, because I understand what you say about the regulation. I mean, I have testified in France for the law about biberon. I have testified for food contact materials, the one of 2015, and the latest one has been canteen sans plastique. And I think that the good intentions were there, and some of the fixes were not as bad as the bad replacements, because when they regulated, it's just a clarification that is not totally for nothing. Like I was in Zurich talking to some people of Nestle that said that thanks to the 2015 law, they changed all the paintings used for the Nespresso capsules, but that applies to many other things because they want to sell throughout the world. And so that law made them change the formulation. And also, there is the formulation of a new lining for cans that works very nicely because it doesn't shed bisphenol A. So there is, it's microscopic compared to the size of the problem. But some things happen. It has been done. But it's France that has been, you know, the vanguard. And that is, I think, important. It's always France and Sweden and Denmark. Okay? Yes. But they are smaller, so France has more weight, obviously. And then there is the other thing I wanted to say is that Canteen Sans Plastique, that is all created by the social movement, because people here are very much more educated than in the States. So the parents of the students, in that regard, you know, they are NGOs, and that have the parents of the students, and so they know that plastics contains bad chemicals, and so they fought for having plastic removed from the canteen, from the how do you call it, the canteen, but that is French. Okay, the school restaurant. Okay, thank you. I have a mélange right now. Yes, cafeterias. So that was great because there are about 10,000 chemicals that are unknown in plastic. Some of them are like bisphenol A, etc. But I think it's great, and it's going to start in 2015. Some places like Strasbourg has started that, and so Limoges has also invented a plateau that is absolutely beautiful. So there has been movement there, so it's not all for nothing. That is the first one. The second one is that I think that with a non-monotonic dose response curve is an example of where biologists are in great need from mathematicians, because we have to use the appropriate mathematical structures to look at these non-monotonic dose responses. Not all of them are so easy as an inverted U. And so I think that there are some young mathematicians here that could think that in their spare time may come and help us, because maybe it's not a fundamental problem to solve for them, but some people inclined to work in the appropriate statistics for this type of curve would help immensely. So those are the two ads I wanted to
pass. When you are finished, and please answer, but I think that Barbara will have a question after she has raised her virtual hand. Yes. um, okay. Yes. Oh gosh. Yeah, we can hear you. Yeah. I was trying to down my hand. Okay. So, what about the REACH regulation that has been postponed infinitely Yes. to the third quarter of next year, and it probably won't be discussed this year. So, how do you feel about that, Anna? And Nicholas as well. And I think it's a disaster. Yeah, I was very depressed when I read that, and I sent that to Sandra, and she sent something about people having promised. I think it's in the I think it's in Strasbourg. That is the legislation. That they won't stop. The Strasbourg was the parliament. Yes, the parliament said that no way they will stop, even if it changes the government. But that, of course, happened there. But there has been some reaction by the parliament. But I'm very frustrated because that is constant. That is constant. The industry is constantly doing that, so he doesn't want to mention that. But you know, they really are there, and they are working very hard to destroy any step. Any possibility. Yes. And as I often say, the principle of precaution is not the opposite of the principle of innovation, because it creates jobs. It creates employment, and it's so frustrating. Yes. It's very frustrating because still the governments, I mean the people that are in the agencies, are protecting their rear end, and so inaction is the best way to do that. So you have a mixture between these people that are lobbying to really block any legislation, and the people that would have the power to do it, and they listen to these people, and also are afraid of taking action, because they will say, okay, look what happened with bisphenol A, now we have bisphenol S, we have this, we have that. Well, of course, we have to learn we have to create a way of regulating that would be more philosophical than based on stupid measurements, because you can never end measuring what is the exposure at the level of people. And that is what they pretend to do. I mean, we have to regulate by hazard, but it's not, they are fighting against that. So it's very complex, and I think that we won't stop being on the trenches here, because that is why I'm still there after 30 years, and it's why Carlos is there after 30 years, and you, etc., because that never ends. And and part of it is to get us discouraged, and but I think that there are the NGOs that are really getting people aware of the problem, at least here. Here it's very powerful, it's not so powerful in the States. If I may, just also for clarification, and I apologize if I make people confused about, of course, I don't like bisphenol A, I fight it all my life for that. So what I want to say is there is many other worse molecules sometimes that are also put on the market. But what I want also to add is we also have our job to do, our job as a worker, but also as a job as citizens. And as you said, NGOs are very powerful, and sometimes the power of each people individually all together make things move forward, because we know that there is this lobbying stuff, there is this we can't do whatever we want with the regulation, because there is law, there is
rules, and we have to follow them during the risk assessment, and this is how it is. But if we, all of us, make things change, step by step, at least the rules will also change. And I was also depressed when I read I read it in Le Monde yesterday. But let's keep the positive thing that this thing is not completely dead. It will be postponed. So once again, it will take time, as usual. But let's keep fighting, because this is also our job, to keep fighting and to make the best hazard identification, characterization, and the best risk assessment for all of us, and also our children. Thanks. I think we should take a couple of questions. We have time, we have 10 minutes. Perhaps one in the physical room, and for our friends in the virtual room, don't hesitate to raise your hand. So yeah. Should I carry the microphone? Or yeah. Thank you very much. Yeah, you should speak in the microphone. Thank you very much. Turn it on. Turn it on. No, I think it's okay. I think it's okay. Yeah. Yeah. So during your presentation, you have seen on the slide 20 or 30 molecules, disruptors, but in the definition you talked about cocktails and mix of those molecules. So in terms of strategy for research, you said then that you are evaluating molecules one by one. So, but there is a difference if molecules can assemble and behave differently when they are assembled. So my question is, are there some kind of effects like that? And if they are, then we have like 2 to the n molecules to evaluate. And so in terms of strategy, it changed everything because you cannot test this. So is there? Is it important, the interaction between the molecules? Of course it is. There is, for almost 5 or 10 years now, there is research on cocktails of endocrine disruptors, but at the bench in the lab. At the regulation step, so far we don't know how to do that. And that's why it's still some things we have to keep evaluating molecule by molecule, and we are asked, there is mandate to make the risk assessment of each molecule. But things are changing, try to change. We are now asked to try to evaluate a family of compounds. And that was exactly the point that was postponed for later at the European level. But things are changing now. But for that we will need more tools. We will need also to be taught, because we are all experts from labs, from different institutes, from different backgrounds, and all of us are trying to do our best, but from our background. So we will need to be taught from, and why not with mathematicians, with philosophers also, because I really enjoyed your talk this morning about that. I think we should learn a lot from all the field, because endocrine disruptors is a very particular field, of course. Right now, we are still assessing molecule per molecule. Okay. But are there some examples where, Sorry. are there some examples of non-linear, non-additive effects of toxicity of molecules? For example, like 2 molecules that are not toxic independently, but Okay, there are some that are additive. I mean, if they are estrogenic, mostly they will act in an additive fashion, and there are methods to assess that. There is a gentleman in the United Kingdom that has pioneered that type of work, Andreas Koltenkamp, and he's now looking
at human exposures to mixtures. I mean, so what you do is you measure what is there. It's not that you expose people to find out, but you look at the series of chemicals in their blood or fat, and then correlate that with some endpoints, and they can determine which are the most important 5 components. So this is progressing, but of course we cannot regulate like this. I think that we have to use other methods, and I think that there is a problem that you cannot regulate chemicals as if they were people. That you cannot, you accuse someone and it's, the default state is innocence, right? Here it should be exactly the opposite. And until we change that attitude towards chemicals, we are going to be in trouble, because you cannot have, we have in the register, I think in the States, the National Register has more than 80,000 chemicals, and it just doesn't make any sense to try to see what's going on one by one. Of course, there are some associations that can be made about structure, activity, probable relationship, and but if then this is not used, this knowledge is okay, we accept that at the lab, but regulatory agencies don't. So it's an important work, and that is because they want to presume innocence of the chemical. So that is why we have to change that. There is where the solution will come from. Thank you for the question. We can take one last question. All right, I have one, but I don't want to abuse of the privileges of... There's one in the audience, sorry, yeah. Alberto Bianelli. Hi. Yeah, hi. Hi, can you hear me? Yeah, perfectly. Hi, everybody. Thank you. Sorry not being there. I'm blocked with my knee at home. My question is related both to endocrine disruptor and to TOFT. That is, I have the impression, but then it is my question, how about the public awareness of these subjects? I mean, endocrine disruptors certainly, I've seen recently in French bookstores something, and there were the work by... But in general, I have that there is not enough how can I say, public discussion. That is, maybe it's covered by the other approaches, I don't know, or maybe there is not time, there are too few researchers, they don't have time to discuss publicly these issues. That's my impression. If we think the Society of Cells is 99 book, right? So there is nothing at the level of public. Thank you. Thank you. It's an important question. I'm afraid for our speakers that we have only time for a short answer for such a difficult question. Yeah. The short answer for endocrine disruptors, when I say that France is better off than the States, is because there are some NGOs that are very active, and so they send information. They have created, this is one of the groups is André Chicolela, there is Réseau Environnement Santé. So they have, I mean, I cannot say it in 2 seconds, but they have created a information network, and they target the cities and territories of France, and so they help governing bodies like the City Hall to understand what's going on and to send pamphlets and to give the example of not using things that contain endocrine disruptors, for example, to clean the City Hall or whatever. It's a long story, but they work hard. So that is the difference with other countries, because you have all this going on all the time, on the one hand. Then legislators that started producing laws regulating endocrine disruptors before anyone else. And the other thing is a newspaper called Le Monde, where every week there is something about endocrine disruptors. So I think that
is not enough because the public is distracted by a lot more things like inflation and etc. that touches them directly. This touches them directly, but they don't realize because it's more subtle. So I think that here there is more information. How to even increase that, I don't know. I think more NGOs. But, and then, of course, if the regulatory agencies like ANSES would do something, it will be helpful. For ideas in science, like the Society of Cells and the TOF and the theory of organisms, there is a great inertia because scientists are taught, well, I shouldn't say they are totally brainwashed, but I mean, I am not the only one to say that. I mean, Denis Noble published something not too long ago saying, how is that we are going to educate our people because they are used to think in a toggle. I mean, you have a gene up, you have it down. It's very, very simple, nothing in continua, everything is like very simple, yes or no, and so they cannot deal with very complex physiological states, etc. So that is a lot more difficult because we have to change biology by educating people into new ways of thinking, or at least critical thinking. And among those things, Carlos and I published a paper called The Impoverishment or Prioritization of Biological Thought, where we theorize about how this happened. And maybe you would like to read it, but I don't know. That I think can help you to understand the problem and how the problem passed from biology to medicine. And there we have a very serious problem when the computer is going to diagnose your disease. That is very bad, and also prescribe you. Okay? It's happening. It's time for a break. Thanks a lot for all the speakers.